Okay, well, welcome everyone. Eh bien, bienvenue à tous. Il semble qu'il y ait pas mal de monde qui se joignent à nous. Bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui intitulé « Sous la surface, risques systémiques découlant des technologies et besoins continus d'innovation ». Je suis Rob Galasky, vice-président et leader mondial adjoint du secteur des services financiers chez Deloitte. Dans le cadre de ce rôle, je sers également de conseiller pour l'initiative sur l'avenir des services financiers du Forum économique mondial. Aujourd'hui, nous allons entendre un groupe de leaders qui ont participé à la rédaction du plus récent rapport issu de cette initiative intitulé « Sous la surface, risques systémiques découlant des technologies et besoins continus d'innovation ». Nous allons diviser cette séance en deux parties. Tout d'abord, il y aura un débat avec nos panélistes où nous nous centrerons sur deux facettes du problème. Tout d'abord, ce qu'ils considèrent comme les risques systémiques les plus importants liés à la technologie pour les systèmes financiers et les implications qui en découlent. Et deuxièmement, les stratégies d'atténuation innovantes qui pourraient changer la donne pour le secteur, y compris ce que les participants de l'écosystème des services financiers peuvent commencer à faire dès aujourd'hui. Et après cela, nous aurons une période de questions-réponses. Je vous encourage donc à poser des questions auxquelles nous répondrons au cours des 15 dernières minutes de ce webinaire. Avant de présenter nos panélistes, j'aimerais vous donner quelques informations sur le nouveau rapport. Si vous nous suivez depuis plusieurs années, Deloitte et le Forum économique mondial sont associés depuis 2014 pour explorer l'impact des nouvelles technologies et des innovations sur les services financiers. Les entreprises de technologie financière, les fintech, la perturbation, l'utilisation des technologies émergentes et les cas d'utilisation liés à l'intelligence artificielle et au cours de la dernière série, la mise en œuvre éthique de l'intelligence artificielle et l'action des gouvernements. Mais cette année, nous nous sommes penchés sur la manière dont l'utilisation accrue des technologies dans les services financiers pourrait amplifier les risques systémiques existants et faire apparaître des risques systémiques jusqu'alors imprévus dans notre système. Mais il ne s'agit pas non plus d'un scénario pessimiste. Nous avons également étudié comment nous pouvons utiliser ces technologies et un ensemble d'outils pour atténuer ces risques de manière plus efficace. Il y a eu de nombreuses études sur les risques pour le système financier, mais peu d'entre elles ont spécifiquement examiné le risque systémique lié à la technologie. Ces dernières années ont été marquées par une adoption accélérée de la technologie dans les services financiers, avec leurs avantages, mais il y a également des risques nouveaux, parfois cachés. Et nous pensons que c'est une priorité stratégique pour les dirigeants de l'ensemble du secteur financier quand ces risques cachés se font sentir sur le système. Il est important que tous les dirigeants comprennent les risques pour les gouvernements, les organismes de réglementation et comment atténuer les risques. Voici notre groupe de panélistes qui va nous donner leurs informations. Tout d'abord, David Craig, qui était auparavant directeur général de Refinitiv. Il est maintenant conseiller pour le London Stock Exchange Group et il a également dirigé la Task Force on Nature-Related Disclosures, l'équipe de divulgation financière liée à la nature, et il a contribué de manière déterminante à notre initiative cette année. Il a été membre du comité de pilotage. Ensuite, Christian Mittelberg, qui est le directeur mondial de la gestion des risques de S&P Global, où il est responsable de la gestion de risques tels que le risque d'entreprise, le risque technologique, le risque lié aux tierces parties et la résilience opérationnelle. Il a contribué à notre initiative en tant que membre du groupe de travail. Et finalement, dernier mais
pas des moindres, Julian Leake de Deloitte, associé directeur et leader du secteur des services financiers pour Deloitte Europe du Nord et du Sud. Il est également expert et du domaine des risques, les risques opérationnels et technologiques, y compris la cybernétique. Alors, merci à Julian d'être ici. Nous allons passer à notre discussion de groupe. Nous sommes d'accord sur le fait que l'écosystème des fournisseurs de technologies, des partenaires et des prestataires de services qui entourent les institutions financières joue un rôle important en les aidant à accéder à des capacités avancées et à rendre leurs opérations plus efficaces. Dans le même temps, il y a l'utilisation de l'info nuagique, ce qui fait que les institutions financières dépendent de plus en plus d'un petit groupe d'acteurs dans le secteur qui ferait que les risques apparemment isolés peuvent se développer et se répandre dans des réseaux fortement interconnectés. Alors, nous allons demander à David quelles sont les technologies qui sont les plus associées au risque. Merci de m'avoir invité à ce panel aujourd'hui. Et tout d'abord, félicitations au Forum et à Deloitte pour ce rapport qui tombe à point nommé. Nous avons vu au cours des 10 dernières années une adoption accélérée de la technologie, de l'automatisation, et cela a créé beaucoup d'avantages, comme ça a été mentionné, avec des produits, des services plus adaptés pour les clients. Et il est important de comprendre que cela aussi a amené à des risques importants. Les fournisseurs et les clients sont de plus en plus connectés, ce qui fait que le secteur est exposé à un grand nombre de risques et il faut en tenir compte. Mais les avantages sont clairs. Nous travaillons tous à la maison et nous avons pu surmonter la crise de la COVID-19 alors qu'il y a 10 ans, ça aurait été très difficile sans la technologie numérique que nous avons maintenant. Donc, il y a eu des avantages, mais comme le rapport nous dit, il est important de comprendre l'interdépendance entre les domaines de risques physiques, numériques et l'évolution qui a accéléré ces risques. Vous avez mentionné l'info nuagique. Il y a de grands fournisseurs d'info nuagique. Il y avait pas mal d'arrangements d'externalisation. Et maintenant, ces fournisseurs contrôlent beaucoup plus les données et le traitement des données. Et donc, les données étant les joyaux de la couronne de toute organisation, cela peut représenter un risque. Et puis, les gouvernements ont imposé plus de contrôles et de restrictions avec, disons, à peu près 90 régimes de confidentialité des données, pas seulement en Europe et en Amérique du Nord. Et nous dépendons de plus en plus donc sur moins d'acteurs, des acteurs plus grands. Et est-ce que ces acteurs connaissent bien l'interconnectivité des réseaux? Et nous avons vu que le secteur financier s'en est bien sorti au cours de la crise de la COVID, mais nous avons vu que la crise a exacerbé l'inéquité au niveau de la société, mais également au niveau de chaque organisation du point de vue numérique. Alors, nous avons quand même vu une résilience, mais nous devons surmonter cette fracture numérique qui s'est exacerbée au cours de la crise de la COVID. On a vu également une augmentation des fraudes numériques, de mauvais acteurs qui ont exploité la crise de la COVID et les gens qui travaillent de la maison et la numérisation des services. Et on a vu au Royaume-Uni, par exemple, qu'il y a eu des milliards de livres qui
ont été perdus en raison de la fraude. Et également, il y a une divergence entre les pays qui peuvent utiliser la technologie et ceux qui ne le peuvent pas. Et l'accélération de cette révolution numérique va exacerber cette fracture. Et puis, il y a la question des actifs numériques. Ils ont le potentiel d'avoir un impact systémique sur les systèmes des clients. Et maintenant, avec le secteur financier qui est décentralisé, cela peut créer des risques. Et il y a des points de douleur, disons, comme les transactions transfrontalières qui peuvent poser des problèmes. Alors, le système actuel dépend de plusieurs couches d'intermédiaires financiers, de contrats, de relations. Il y a beaucoup de coûts et beaucoup de frais. Et la technologie des chaînes de blocs va nous permettre de rationaliser tout cela et d'apporter plus de valeur. Ça, c'est quelque chose de très significatif. On le voit dans différents domaines. Et c'est un avantage, mais c'est aussi un risque. Et donc, si les transactions se font en temps réel avec la chaîne de blocs, est-ce qu'on a vraiment besoin d'intermédiaires? Le rôle des intermédiaires va sans doute changer. Et comment est-ce que cela touche les domaines qui n'ont pas participé normalement à la numérisation, comme l'immobilier, l'expédition par voie maritime, le transport par voie maritime, etc. Donc, je crois que l'interconnectivité des systèmes est très importante. Le fait qu'on compte sur ces écosystèmes est très important. Il s'agit bien d'un écosystème et pas de relations seulement bilatérales. Et les actifs numériques sont utilisés de plus en plus dans le secteur financier, ce qui peut représenter des risques. Que se passe-t-il quand un élément ne fonctionne pas? Voilà donc un aperçu des risques que nous avons créés dans le système. Merci. Je vais maintenant vous demander, Julian, de réagir parce que on a vu que pour les services financiers, il y avait un certain nombre de risques. Pouvez-vous nous parler de de la manière dont on peut identifier et mesurer les risques? Surtout qu'il ne s'agit pas seulement de risques résultant de relations avec des tiers, mais quelquefois des quatrièmes, cinquièmes parties. Oui, c'est très, très important, comme David l'a mentionné. Il y a eu il y a eu beaucoup de réglementations et les conseils d'administration se penchent sur la question des risques. Et puis, ce qui est important, c'est la relation entre les entreprises. En particulier, on l'a vu au moment de la crise mondiale, la crise financière mondiale. Toutes les autorités de réglementation sont claires. C'est toujours l'institution financière qui est responsable du service. Les questions réglementaires touchent la sécurité des données et les opérations. Et il s'agit de savoir ce qu'on peut faire également quand il y a un risque avec une tierce partie. Si on veut changer de tierce partie, il peut y avoir des problèmes pour ce qui est du traitement des données. Il y a de plus en plus d'écosystèmes et donc il y a des risques liés aux tierces parties et la connectivité au sein de l'écosystème. Il faut les gérer, surtout quand il y a des activités qui touchent directement les clients.
Quelquefois, auparavant, les risques liés aux tierces parties étaient surtout liés aux services administratifs de nos organisations, mais maintenant, ce sont également des services qui touchent directement le client final. Et donc, il faut pouvoir gérer ces risques. Et aujourd'hui, il y a toujours des défis pour comprendre l'entièreté des tierces parties avec lesquelles une entreprise a un contrat. Parce qu'il peut effectivement y avoir d'autres contrats signés par cette tierce partie avec des quatrièmes, voire des cinquièmes parties. Et donc, il faut que les autorités de réglementation comprennent cela. Et bien sûr, cela a amené à beaucoup de doublons. Beaucoup d'institutions utilisent les mêmes tierces parties, fournisseurs d'infos nuagiques par exemple. Donc, il y a des complications s'il y a une mauvaise gestion des tierces parties. Et il y a un autre aspect dans l'écosystème, la manière dont les services financiers sont fournis, et cela va s'élargir avec la question des tierces parties. C'est que une grande partie des revenus sera générée par les services fournis aux clients à partir des tierces parties. Et donc, les gestionnaires d'actifs doivent pouvoir transformer les plateformes qu'ils avaient par le passé, qu'ils ont toujours, pour pouvoir les adapter à une connectivité avec les tierces parties, et cela représente des risques. Et donc, il s'agit pour l'autorité de réglementation de trouver un équilibre pour ce qui est de la confidentialité des données et de permettre une meilleure connectivité. Alors, Christian, puisque vous êtes le responsable de la gestion des risques pour une grande organisation, pouvez-vous nous parler des angles morts? Le monde évolue vite et comment est-ce que la fonction de risque des institutions financières doit s'adapter? Alors, je vais continuer sur la question de l'interdépendance. On a beaucoup parlé des prestataires de services, des fournisseurs et du risque que cela représente. Mais dans le contexte de tous les prestataires qu'on a, David a mentionné les fournisseurs d'infos nuagiques et ces fournisseurs utilisent d'autres fournisseurs. Donc, toutes ces interdépendances posent un problème et nous ne savons pas encore maîtriser cela. De bien comprendre l'infrastructure et les capacités. Donc, ça, c'est quelque chose. Il ne s'agit pas de regarder simplement le risque isolé lié à un fournisseur, mais de voir tous les risques liés à tout cet écosystème. Ça, c'est la première chose. Et il y a également la question de la vitesse, de l'agilité avec les avancées technologiques. Tout cela va tellement vite. Et c'est vrai que cela pose énormément de problèmes potentiels. Donc, les outils traditionnels que nous avons utilisés nous demandent de réagir à cet environnement agile et qui se développe rapidement. Donc, nous devons faire mieux. Et nous devons être également plus prospectifs pour ce qui est de l'évolution de l'écosystème. On a tendance à se fonder sur des informations
que des informations passées, mais il faut être plus prospectif et vraiment réfléchir. Si vous pensez à l'espace cybernétique et l'espace des critères ESG, il faut être prospectif. Et avec l'avancée de la technologie et l'interconnectivité, je crois que nous devons faire mieux pour cela. Eh bien, c'est une très bonne transition pour l'autre partie de notre question, de notre débat. J'aimerais que nous réfléchissions à la manière dont ces problèmes peuvent être résolus. Nous avons indiqué dans le rapport comment les modèles de risque sur lesquels de nombreuses organisations s'appuient aujourd'hui restent vulnérables au choc systémique. Et derrière les modèles et les données se trouvent des personnes qui intègrent leur vision du monde et leur perspective sur le risque dans sa mesure, son analyse et sa présentation. Et donc, il s'agit de savoir, et je vais poser la question à Christian, comment nous devons faire évoluer les modèles des talents, modèles de gestion des talents et les méthodologies et la formation pour former la prochaine génération de professionnels de la gestion des risques. Oui, c'est vraiment un défi. La manière dont je le vois, c'est qu'il faut effectivement prévoir un pipeline de talents pour l'institution et voir comment nous perfectionnons également les talents internes, comment nous les sensibilisons et nous leur permettons d'avoir un cheminement de carrière sur le sujet de la gestion des risques. Auparavant, on avait une capacité à gérer les risques qu'on demandait donc des gestionnaires de risques, mais il faut que ces personnes puissent comprendre également tout l'aspect technologique pour être vraiment de bons gestionnaires de risques pour l'organisation. Et nous avons besoin que les gens comprennent comment utiliser ces technologies de manière à ce que l'on puisse mieux gérer les risques. Il s'agit donc d'identifier, en plus des talents liés à l'étude des risques, et il faut qu'il y ait cette expertise en matière de technologie et que cela soit renforcé sur le temps. Et c'est vrai qu'on se centre beaucoup sur la technologie, mais à mon avis, il faut également s'assurer que les éléments de base de gestion des risques, la taxonomie, analyse, etc., soient toujours là, que ces aspects de base de la gestion des risques soient bien compris. Et puis, dans la gestion des risques, on devient une fonction de plus en plus stratégique et il faut donc qu'il y ait une pensée stratégique. On a besoin de gens qui peuvent trouver des solutions originales et ça, c'est très important. Et puis, la dernière chose, il y a aussi la question des domaines de critères ESG. C'est assez nouveau. On se demande où est-ce qu'on va trouver ces gens pour traiter de ces questions-là. Et donc, ce que je fais et ce que d'autres font, c'est de trouver des personnes à l'intérieur même de l'organisation et de perfectionner les talents. Donc, de donner aux talents, de donner aux personnes internes, aux collaborateurs internes, la possibilité de se perfectionner sur le sujet et ensuite d'être responsable de ce domaine. D'accord. David, j'aimerais avoir votre point de vue sur ce sujet. Il est évident qu'un réseau mondial sera toujours en mesure de détecter et de neutraliser les menaces plus efficacement que les acteurs individuels. Donc, de votre point de vue, dans quelle mesure les alliances et les partenaires sont-ils importants pour permettre le partage sécurisé de données, en particulier les données fondées sur les risques? Et j'aimerais également que
vous nous parliez du rôle de votre organisation à cet égard. Eh bien, j'écoutais Julian et Christian et je pensais au thème du rapport. Dans le rapport, il ne s'agit pas, on est passé en fait d'une relation de risque de 1 à 1 à 1 à une relation de risque avec de multiples acteurs. Et donc, ce que nous devons, c'est nous assurer de gérer le risque au niveau de l'écosystème, de comprendre les risques non seulement dans une relation bilatérale, mais également les risques liés au réseau et donc à l'écosystème. Et c'est important que les participants partagent le risque et partagent des données. Ce n'est pas nécessairement nouveau. Si je regarde la question de différentes chambres de négociation, par exemple, et chambres de compensation, elles ont toujours partagé le risque. Et puis, à l'heure actuelle, les gouvernements, et les différentes parties travaillent ensemble pour gérer le risque cybernétique. Et donc, c'est un bon exemple de la manière dont un seul acteur n'a pas suffisamment de connaissances et c'est quand on combine les connaissances de différents acteurs pour comprendre les risques et ensuite pour pouvoir les gérer, donc les risques cybernétiques. Et puis, nous avons lancé différents systèmes de lutte contre la fraude au sein de notre organisation et qui identifient des risques. Bien sûr, il y a la limite de la réglementation sur la confidentialité des données, mais quand on met en commun nos connaissances au niveau du réseau, on peut arriver à bien mieux gérer les risques. On a besoin de ce modèle de plus en plus. Et il y a un problème, par exemple, pour ce qui est des risques liés aux fournisseurs. Par exemple, un fournisseur d'infos nuagiques, qu'est-ce qui se passe si lui utilise un autre fournisseur? Et donc, par exemple, quand il y a eu un accident d'un camion qui a eu un accident sur une voie ferrée et qui a sectionné un câble, on a remarqué que ces câbles étaient en fait utilisés par différentes organisations. Donc, un risque partagé. Nous utilisons un outil comme WellCheck. On utilise beaucoup d'ONG qui collectent des informations sur la criminalité financière, la traite des personnes, la traite des animaux sauvages, par exemple, et il joue un rôle important pour le bien commun. Et au sein de la Task Force for Nature-Related Disclosures, nous travaillons pour collecter des informations qui peuvent aider les institutions financières pour savoir là où elles doivent investir et où elles ne doivent pas investir. Donc, voilà des exemples qui existent et le résultat de ce rapport, c'est qu'on a besoin de plus de rapports. Je dirais qu'il faut penser à différents domaines comme les chaînes d'approvisionnement et donc il faut apprendre à collaborer. Et Julian, avez-vous quelque chose à dire ici? Un groupe d'experts peut se rassembler et dire qu'un cadre collectif est plus intéressant et plus utile que de travailler de manière individuelle, mais il ne semble pas que nous avancions dans cette direction. Alors, quels sont, à votre avis, les obstacles liés au partage de données? Eh bien, si on parle de choses comme la criminalité financière et les problèmes cybernétiques, et puis on pense aussi aux critères ESG avec les risques climatiques et les risques sociétaux. La criminalité financière
2 à 5% du PIB mondial fait l'objet de blanchiment de capitaux. Ça vous donne une idée du problème. Et donc, il y a eu des réglementations établies par le G20, par la Task Force financière, mais les blanchisseurs d'argent vont se centrer sur des institutions qui sont les plus faibles ou les pays qui sont les plus faibles. Et à l'heure actuelle, étant donné les pressions sur les coûts et les sanctions qui peuvent être appliquées sur certaines institutions au pays, on oublie quelquefois de se centrer sur d'autres choses. Il s'agit de voir la réglementation actuelle. On se centre beaucoup sur la conformité pour démontrer qu'on est conforme en tant qu'organisation, conforme à la réglementation, mais on ne veut pas aller plus loin, on ne se centre pas sur les résultats. Et donc, il faut changer de modèle de manière à ce qu'on ait des approches beaucoup plus axées sur les résultats et cela requiert beaucoup plus de coopération et de normalisation dans la mise en œuvre des réglementations. Mais il y a des problèmes liés à la confidentialité des données, le nationalisme. Vous savez, c'est aussi un obstacle puisque les États-nations veulent garder leur souveraineté sur les données et ne veulent pas prendre de mesures au niveau mondial. Donc ça aussi, c'est un obstacle. Mais on commence à voir un changement avec des partenariats publics-privés et beaucoup plus de normalisation, de standardisation, parce que pour les gens, ça devient de plus important. C'est le consommateur qui va demander à ce qu'il y ait des actions communes qui soient réalisées. Et je crois que les institutions devront donc beaucoup plus penser aux écosystèmes en matière de réglementation, des écosystèmes également entre le secteur public et le secteur privé. David, est-ce que je peux revenir vers vous? Étant donné votre travail que vous avez fait avec la Task Force for Nature-Related Disclosure, est-ce que vous avez des exemples de tactiques qui ont réussi à favoriser des relations plus proactives entre les acteurs du secteur public et du secteur privé? Eh bien, comme Julian l'a mentionné, les acteurs principaux liés aux crimes financiers, par exemple, nous avons une task force avec Interpol, entre autres, pour lutter contre la criminalité financière. Et quand il y a donc un bien commun pour éviter le blanchiment d'argent et toutes les questions sociétales qui en découlent, eh bien, l'industrie, les acteurs travaillent en collaboration. Et donc, il s'agit d'investissements qui sont nécessaires, mais il y a aussi la question des règles et des règlements qui existent d'un pays à l'autre. Et les acteurs liés à la fraude connaissent très bien comment contourner les réglementations. Ils connaissent très bien le système. Et donc, il s'agit de faire en sorte de les stopper. Maintenant, pour revenir aux risques liés à la technologie, qu'on voit dans le rapport, quand je relis le rapport et que je vois l'accumulation de risques, je crois qu'il faut que les fournisseurs de technologie comprennent bien les risques. Moi, je crois qu'il pourrait y avoir des coupures, des fermetures de certains services infonuagiques. On a vu par exemple quand Facebook a eu un problème et que ça a eu une incidence négative sur les institutions financières. Facebook était importante pour le système financier. Et il y a tout un réseau
fourniture de services numériques. Et je crois qu'il ne s'agit pas d'avoir simplement un fournisseur, il faut vraiment compter sur différents acteurs. Et je crois que pour les gouvernements, c'est dans leur intérêt également. Les autorités de réglementation vont intervenir s'il y a un problème dans le système financier, des problèmes liés aux risques cybernétiques. Et donc, il faut qu'ils soient prospectifs à cet égard. Et je dirais que dans différents modèles comme, ou domaines comme la traite des êtres humains et d'autres sujets, eh bien, les différents acteurs travaillent de concert. Et je crois qu'il faut donc continuer avec, pour ce qui est des risques financiers également. Avant de passer à aux questions et réponses de la part de l'auditoire, je voudrais demander également à Christian comment on peut mesurer le risque systémique, si on doit le mesurer différemment, est-ce qu'on doit mesurer l'importance des acteurs dans l'écosystème différemment? La définition actuelle d'institution importante systémique est plutôt basée sur la taille de l'institution plutôt que sur d'autres aspects. Donc, est-ce qu'on doit repenser cela? Oui. Eh bien, les institutions financières sont importantes, mais comme David et Julian parlaient de l'écosystème, c'est un élément critique, un composant critique qui va être de plus en plus important à l'avenir. Et quand je pense à la taille des réseaux, oui, mais on peut penser de différentes manières. On peut penser au réseau de manière très technique, de différents éléments qui sont liés. On parle de tierce partie, de quatrième partie, de cinquième partie et de la dépendance qu'on a pour différentes parties. Tous ces aspects doivent faire partie d'un réseau, de l'écosystème dont David a parlé. Ça, c'est essentiel. Et la dernière chose que je pourrais dire, c'est que la réglementation des institutions financières est plus forte que la réglementation de tierces parties, fournisseurs de données et autres acteurs non financiers qui font partie de l'écosystème. Ces acteurs-là sont moins réglementés. Et donc, là, je crois que nous devons arriver à une approche qui prend en compte aussi du point de vue de la réglementation tous ces acteurs. Tout à fait d'accord. Alors, Taryn, je vais vous demander de mentionner certaines questions de l'auditoire. Nous avons prévu 10 minutes pour cela. Oui, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Première question, nous avons déjà parlé des questions liées à l'interconnectivité numérique, la modélisation des risques et la criminalité financière. Et David, vous avez parlé également de la fracture numérique et de l'exclusion financière et numérique. Alors, comment est-ce que les organisations devraient gérer ce risque pour assurer une plus grande stabilité financière? Oui, on savait que ça existait, cette fracture numérique. La COVID a exacerbé cela, puisqu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont passées à des services numériques. Quand je regarde des pays qui gèrent cela, moi, je gère le partenariat financier Royaume-Uni, Inde, et nous avons parlé de la question de l'identité financière de l'identité numérique pour aider les gens à accéder aux services financiers en Inde. Et je crois que les gouvernements peuvent travailler sur la fracture numérique et utiliser différents outils. Mais quand on regarde les gens dans les sociétés modernes qui ont un compte bancaire, ce compte bancaire, sans téléphone cellulaire, eh bien, vous êtes exclu d'une grande partie du monde économique. Et ça, c'est un défi. C'est encore une fracture. Et donc, puisqu'on veut avoir une stratégie axée sur le numérique, il ne faut pas laisser de côté les gens, certaines personnes et également certaines entreprises. Et donc, ça doit être résolu parce que la COVID
a accéléré cela, a exacerbé le problème. Moi, j'utilisais mon téléphone cellulaire comme deuxième appareil de sécurité pour avoir accès aux services bancaires en ligne. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai le plus peur de perdre? Est-ce que c'est mon téléphone ou est-ce que c'est mon portefeuille? Eh bien, maintenant, c'est mon téléphone. Les systèmes bancaires ne sont pas accessibles maintenant sans téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue financier, mais également du point de vue sociétal? Et il y a des pays en Inde qui ont vraiment adopté cela. On peut vraiment apprendre de l'Inde parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Très bien, merci. Alors, il reste peu de temps. Je vais passer à la question suivante. Comment est-ce que les institutions peuvent se fournir mieux des données pour prédire ce qui n'est pas connu, ce qui n'est pas prévu, comme les pandémies, les ouragans, les attaques cybernétiques, les inondations? Alors, ici, je dois dire qu'il s'agit d'une question ou d'un sujet qui revient dans beaucoup de conversations. C'est ça qui nous empêche de dormir la nuit, de savoir, de connaître l'inconnu. Et cela revient à la technologie et aux écosystèmes. Il y a énormément d'informations qui existent. Et donc, il s'agit de comprendre non seulement, par exemple, dans le domaine minier, ce qui se passe dans les entreprises minières, mais également ce qui se passe du point de vue du climat, du point de vue environnemental. C'est ça qui est important pour pouvoir gérer les risques. Et du point de vue sanitaire, est-ce qu'on a suffisamment de données? Est-ce qu'on peut identifier à partir d'un autre pays ce qui pourrait causer une autre pandémie? Donc, ça va être très important aussi dans le domaine des facteurs ESG, du changement climatique, l'impact sur l'environnement et les comportements sociaux qu'on commence déjà à voir. Et donc, on va devoir utiliser des données beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus que ce qu'on était habitué à étudier quand on était une institution financière par le passé. Oui, l'analyse de scénario est très importante. C'est ça qu'on doit faire avec la quantité de données. La technologie peut d'ailleurs nous aider à pouvoir modéliser ces données pour pouvoir arriver à des conclusions. Avec ces outils, vous pouvez couvrir beaucoup plus d'informations et vous pouvez faire beaucoup plus pour ce qui est d'identifier des scénarios et de les analyser. Une analyse de scénario, pour moi, c'est un outil que j'utilise depuis longtemps, mais ça devient de plus en plus important d'intégrer la technologie pour avoir une meilleure compréhension et pouvoir avoir une vue beaucoup plus prospective. Alors, un commentaire que je pourrais faire, c'est que nos risques, l'analyse de risque à l'heure actuelle est très basée sur ce qui s'est passé avant, sur le passé. Et donc, maintenant, je crois qu'il faut vraiment que l'on ait un point de vue non pas individuel sur différents sites comme on l'a fait par le passé, un risque lié à un site, mais les risques liés à l'écosystème. Et l'on doit pouvoir identifier les scénarios comme parce que les changements climatiques et les pandémies nous montrent qu'on n'apprend pas de l'histoire, en fait, et que l'histoire n'est pas un bon guide pour l'avenir. Eh bien, sur cette note, nous allons terminer ce webinaire. David, Christian, Julian, merci d'avoir partagé vos perspectives avec nous. On aurait pu encore passer pas mal de temps à répondre aux questions qui s'en viennent. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, que vous soyez régulateurs, décideurs politiques ou dirigeants d'entreprise, merci de votre attention. Pour en savoir plus sur ce sujet, il existe le résumé du rapport et le rapport lui-même. Merci à tous ceux qui ont participé aujourd'hui et nous concluons donc ce webinaire. Merci, au revoir.